Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement, juridiques ou réglementaires. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Le Luxembourg Funcast, bienvenue. Avant de continuer, mentionnons que le Luxembourg Funcast est créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour admis au barreau de Luxembourg et de Paris et exerçant au Luxembourg. La mission de ce podcast est d'apporter une information claire, libre et rigoureuse, issue de références officielles soigneusement sélectionnées, continuellement mises à jour et affinées par un prompt engineering de haut niveau et en constante évolution sur la réglementation financière et les fonds d'investissement luxembourgeois. Veuillez noter que cette analyse a été préparée en date du 9 août 2025. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour la vie des sociétés anonymes luxembourgeoises. La gestion des conflits d'intérêts au niveau du conseil d'administration. C'est un point essentiel, n'est-ce pas ? Ah oui, absolument essentiel. Une mauvaise gestion peut entraîner des conséquences vraiment sérieuses pour la société et pour les administrateurs eux-mêmes. Il y a une procédure légale bien précise à maîtriser. Et cette procédure, où la trouve-t-on ? Le texte fondamental, c'est l'article 441.7 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. La version modifiée, bien sûr. D'accord, l'article 441.7. Et qu'est-ce qu'il dit, en substance ? Est-ce qu'il interdit certaines opérations ? Non, justement, ce n'est pas une interdiction. C'est plutôt, comment dire, une procédure à suivre, une sorte de voie de passage obligée pour valider une décision où un administrateur a un intérêt potentiellement conflictuel. On appelle ça souvent un safe harbor, une procédure de sécurité. Un safe harbor. Et le cœur de cette procédure, c'est la notion d'intérêt opposé. Exactement. Et attention, il faut que ce soit un intérêt de nature patrimoniale, c'est-à-dire financier, pécuniaire, directement ou indirectement. Donc un lien purement affectif ou familial, ça ne compte pas pour cette procédure spécifique. Non, pas au sens strict de cet article. Il faut un enjeu financier. Par exemple, si la société achète un immeuble qui appartient personnellement à un administrateur, c'est direct. Oui, c'est clair. Ou si elle signe un gros contrat avec une autre entreprise où cet administrateur est un actionnaire important, là c'est indirect, mais ça reste patrimonial et opposé à l'intérêt de la société qui l'administre. C'est ça qui déclenche le mécanisme. Très bien. Et qui est concerné exactement ? Seulement l'administrateur personne physique ? Alors, l'administrateur personne physique, oui, mais aussi les représentants permanents des sociétés qui sont administratrices. Et par extension, on doit considérer les délégués à la gestion journalière pour les décisions qui relèvent de leurs compétences. D'accord. Donc, dès qu'une opération avec une implication financière passe au conseil, il faut se poser la question pour ces personnes-là. C'est ça. Et si un conflit est identifié, alors la procédure doit être lancée. Et comment se déroule cette procédure concrètement ? Quelles sont les étapes ? Alors, il y a 3 points clés. D'abord, l'administrateur qui a l'intérêt doit le déclarer. Et ça, c'est avant toute discussion, toute délibération sur le sujet. C'est vraiment une obligation personnelle. Une déclaration préalable ? Et ensuite, deuxième point crucial. Tout doit être consigné très précisément dans le procès-verbal, le PV de la réunion. La déclaration, mais aussi le respect des étapes suivantes. C'est la preuve reine. Le PV comme bouclier juridique. Et la troisième étape ? La troisième, c'est le retrait. L'administrateur concerné ne doit ni participer à la délibération, ni participer au vote. C'est ce qu'on appelle le recusal. Il se met en retrait. Il ne suffit donc pas de s'abstenir de voter, il faut aussi ne pas participer aux discussions. Absolument, c'est un point essentiel. S'abstenir, ça ne suffit pas, car on peut influencer la discussion avant le vote. Le PV doit bien mentionner déclaration, retrait de la discussion et du vote, puis la décision prise par les autres membres, ce non conflictué. C'est très clair. Et il y a aussi une histoire de rapport à l'Assemblée générale. Oui, un rapport spécial doit être fait à la prochaine Assemblée générale pour l'informer des opérations où cette procédure a été appliquée. C'est une question de transparence. Mais la loi prévoit une exception, non ? Pour les opérations courantes conclues dans des conditions normales. Ça a l'air plus simple. Oui, mais attention, c'est une exception assez piégeuse. Parce que la loi ne définit pas ce qui est courant ou normal. C'est subjectif. Ah donc, il y a un risque d'interprétation. Exactement. Le risque, c'est qu'après coup, un tribunal dise « non, cette opération n'était pas si courante ou si normale que ça ». Et si la procédure de l'article 441.7 n'a pas été suivie, parce qu'on pensait être dans l'exception, eh bien la décision peut être annulée. D'accord. Donc, même si ça semble courant et normal, la prudence serait d'appliquer la procédure complète de l'article 441.7 en cas de doute.
ou, au minimum, de très bien documenter dans le PV pourquoi on considère que c'est une opération courante et normale. Mais la sécurité maximale, c'est la procédure. Et les enjeux si on ne respecte pas la procédure, quelles sont les conséquences réelles? Elles peuvent être lourdes. D'abord, l'annulation de la décision, ce qui peut être très problématique pour la société. Ensuite, et c'est très important, la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs. De tous les administrateurs, même ceux qui n'avaient pas de conflit? Oui, potentiellement. S'ils n'ont pas veillé à ce que la procédure soit correctement appliquée par leurs collègues conflictués, leur responsabilité peut être engagée pour le dommage causé à la société. C'est un risque financier et réputationnel majeur. Vu comme ça, la rigueur dans la procédure, ce n'est pas juste de la bureaucratie, c'est une protection. Tout à fait. C'est un investissement dans la bonne gouvernance. Ça renforce la crédibilité de la société, la confiance des partenaires, et ça attire aussi des administrateurs sérieux. Et c'est d'autant plus important avec l'évolution de la réglementation, j'imagine. Bien sûr. Prenez par exemple la loi récente sur les transformations transfrontalières, celle de février 2025. Elle introduit de nouvelles opérations complexes, comme des fusions ou scissions internationales, qui peuvent multiplier les situations de conflits potentiels. Maîtriser les bases comme l'article 441.7 devient donc encore plus fondamental. Donc, pour résumer les points essentiels, l'article 441.7, c'est une procédure pour valider, pas pour bloquer. Exactement. Le PV est la clé de la défense. Il doit être hyper précis sur le retrait complet. Pas de débat, pas de vote. C'est ça. Et l'exception des opérations courantes, il faut s'en méfier et en cas de doute, appliquer la procédure normale. Voilà une excellente synthèse. C'est vraiment la ligne de conduite à tenir pour sécuriser les décisions. Ce podcast se veut une ressource collaborative, indépendante et libre qui s'améliore avec le temps. Vos commentaires ou suggestions de nouveaux sujets sont donc les bienvenus, en particulier sur YouTube. Nous voulons être un soutien utile pour tous ceux qui travaillent sur la place financière luxembourgeoise à tous les niveaux. On nous demande souvent comment vous pouvez nous aider. Eh bien, une excellente manière de le faire est de vous abonner à nos émissions sur toutes les grandes plateformes de podcast, y compris Spotify, ainsi que sur Apple Podcasts où une note de 5 étoiles nous aiderait beaucoup. Vous pouvez également aimer nos vidéos et vous abonner à notre chaîne YouTube Rigor Media. Tous les liens pertinents seront disponibles dans les notes de l'épisode. Pour nos auditeurs anglophones, vous pouvez également retrouver notre podcast jumeau en anglais. C'était le Luxembourg Funcast pour vous aujourd'hui. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement juridique ou réglementaire. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.